pose des tas de problèmes. En plus, elle est mise en œuvre dans les pires conditions qui soient. Donc c'est vrai que ça nous semblait intéressant de pouvoir être à l'écoute des familles, de la communauté éducative en cette rentrée. Par ailleurs, bien sûr, il y a des personnes qui sont ici dans des communes voisines, donc on est bien sûr tout à fait intéressés pour que chacun puisse s'exprimer sur ce qui se passe dans sa commune, en dehors de nos 3 communes proches. L'idée de cette réunion, effectivement, c'est de pouvoir donner la parole. Ce qui a été confisqué, nous sur Elancourt par Jean-Michel Fourbous, et je pense que sur Maurepas, c'est de même nature. Donc la parole a été confisquée, il n'y a pas eu de concertation. Voilà. Donc la première chose, c'est qu'effectivement la parole soit redonnée, et puis que cette réunion, elle permette à ce qu'on puisse voir comment on peut peser dans les choix qui vont être faits, dans les orientations qui vont être prises pour la suite. Voilà, donc je vais laisser Pierre ouvrir la réunion. Je pense qu'on va avoir un premier temps avec l'intervention de Pierre pour resituer un peu le contexte de cette réforme dans le contexte de l'école. Et puis on prendra un petit temps ensuite donc, pour qu'il y ait une expression des personnes dans la salle. Puis peut-être que le deuxième intervenant interviendra ensuite de manière à ce que les choses soient un peu interactives et en phase aussi avec les préoccupations qui sont celles des participants ce soir. J'ai essayé d'être clair. C'est effectivement, j'ai fait beaucoup de routes aujourd'hui. J'avais des réunions ce matin au fin fond de la Corrèze. Je ne pouvais pas m'en abstenir d'y participer. Je veux dire que par rapport à ce que vient de dire Maria, c'est quand même intéressant de regarder que cette réforme des rythmes scolaires qui est mise en place depuis 2 ans à marche forcée pour l'État, dans un premier temps, c'est les municipalités proches du pouvoir qui l'ont mis sans aucune concertation avec la population il y a 2 ans, et qu'aujourd'hui, c'est la droite qui a fait beaucoup de vent pendant 2 années pour le refuser, et qui les remet en place rapidement sans concertation. Et que dans cette discussion-là, le système éducatif a complètement été évacué de ce débat. Et pourtant, quand on relit le décret sur les rythmes scolaires, c'était soi-disant des activités qui devaient contribuer à une meilleure réussite scolaire des élèves. Je crois qu'il faut bien le garder en tête. Et donc, je vais me permettre de vous faire des ponts avec l'éducation nationale, puisque cette réalité, elle était inscrite dans le document de départ et bien sous-estimée, à la fois dans les municipalités qui ont commencé il y a 2 ans à la va-vite une mise en œuvre soi-disant des rythmes scolaires, que nos 3 municipalités de droite dans les communes dans lesquelles on est aujourd'hui. 2 ans d'annonce sur les bienfaits supposés de la nouvelle organisation de la semaine scolaire. Rappelez-vous ce qu'on a entendu, tout le monde est monté au créneau, mais aussi beaucoup de débats, y compris dans les municipalités de gauche, dans les municipalités dirigées par le Front de gauche, pour mettre en place ces rythmes scolaires, et beaucoup de difficultés à les mettre en place, même avec la meilleure volonté des municipalités qui voulaient la réussite scolaire de tous les élèves. À cette rentrée scolaire, toutes les municipalités sont donc maintenant engagées dans la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires. Ça n'a été pas très facile. Certains ont encore fait des cadenassages la veille de la rentrée scolaire pour éviter et pour attirer du tapage médiatique. Mais cette réforme pour les familles, les professionnels, les élus, qu'en est-il vraiment? Derrière ces débats, quels sont les véritables enjeux? Je crois qu'il est nécessaire qu'on s'approprie à la fois les enjeux et ce qui est caché derrière cette réforme pour bien la comprendre. Le constat, très rapidement, notre système éducatif est victime d'attaques de toutes parts. Pourtant, on peut dire que depuis la seconde partie du XXe siècle, l'école avait fait de spectaculaires progrès. On a atteint en quelques décennies les effectifs scolarisés avec succès jusqu'au bac ont plus que triplé pour atteindre aujourd'hui près de 70% d'une classe d'âge. Ce n'est pas rien d'avoir 70% d'une classe d'âge qui vient jusqu'au baccalauréat, mais on se dit que deviennent les 30% restants. Contrairement aux idées reçues, on le voit bien, le niveau des élèves a globalement progressé, l'étendue des savoirs est plus vaste, faisant aujourd'hui plus appel à la compréhension qu'à la récitation
comme on l'a pu le connaître de notre temps, et pourtant, on arrive à amener 70% d'une classe d'âge au niveau baccalauréat, et 30%, les 30% restants, depuis plus de 10 ans, nous n'arrivons pas à franchir cette étape supplémentaire. Pour deux raisons. Ce système éducatif est resté marqué par une incapacité à permettre aux enfants d'ouvriers d'accéder à d'autres métiers que celui de leurs parents. Ainsi, les enfants d'ouvriers et d'employés, qui constituent 60% des actifs, ne sont que 22% des étudiants à l'université en première année et un pourcentage bien plus faible plus tard. On pourrait mettre de plus la persistance d'un échec scolaire massif. Chaque année, plus de 150 000 élèves quittent le système scolaire sans aucune formation, sans aucun diplôme. Le système éducatif n'est manifestement pas aujourd'hui, en l'état, en capacité de répondre aux défis nouveaux de ce siècle. Une nouvelle étape de démocratisation est devenue indispensable et nous militons pour que cette étape soit en synergie avec le développement de la société et les exigences de notre temps. Dans le même temps, profitant des fragilités et des faiblesses de notre système éducatif, notre école est devenue une proie très facile pour ceux qui veulent au contraire en finir avec lui. Depuis 15 ans, par touches successives, une véritable révolution libérale est en cours. La droite, ici on est bien illustré par ces tristes cires, déclare que notre système éducatif est trop coûteux pour la société. Il serait inefficace car ne répondant pas aux contraintes de l'économie et du marché de l'emploi mondialisé. Leur objectif est très simple, la promotion des élites et l'éviction rationnellement organisée de ceux qui les encombrent, inutilement dans le système scolaire. En bref, un grand centre de tri social et non un outil au service de l'acquisition des savoirs pour tous. Sous l'impulsion de M. Sarkozy, qui prétend revenir, et si vous avez entendu sa dernière proclamation lors de sa course à l'investiture à l'UMP, et il attaque encore plus virulemment l'éducation qu'il ne le faisait quand il était président de la République. Pourtant, sous son règne, tout s'est même accéléré avec la même logique. Soumettre l'école aux exigences du patronat, au modèle de la concurrence généralisée. Un processus qui fait consensus, malheureusement, même chez certains à gauche, depuis que la stratégie de Lisbonne en 2000 a été adoptée, puisque les sociodémocrates européens soutiennent globalement cette orientation qui, au fond, inspire le projet de François Hollande pour l'école. Je vais essayer de préciser en quoi consistent vraiment ces attaques contre l'école. Premièrement, et on nous dit toujours, vous savez une phrase que les libéraux aiment bien, nous sommes dans un siècle de concurrence libre et non faussée. Au titre de cette concurrence libre et non faussée, qui a commencé avec les accords de Maastricht, tout commence dans l'éducation avec la marchandisation de la formation et de la connaissance. L'objectif des libéraux de tout poil est d'instituer un marché de l'éducation. Rendez-vous compte, l'ensemble des pays de l'OCDE dépensent annuellement plus de 1000 milliards de dollars pour l'éducation. De quoi attiser la convoitise de tous les marchands. La deuxième problématique qui caractérise ces attaques, c'est que cette marchandisation implique la réduction du périmètre du service public. On ne peut pas privatiser si on ne réduit pas d'abord le périmètre du système d'éducation pour en donner une partie importante à des sociétés privées. Pour ouvrir au privé, pour réduire à tout prix les dépenses, et au nom de logiques extrêmement et étroitement comptables, on obtient un résultat que de nombreuses missions assignées précédemment à l'école publique ont été abandonnées ou externalisées. On le voit particulièrement avec la réforme des rythmes scolaires qui nous occupe ce soir, c'est l'augmentation du rôle assigné aux communes dans la prise en charge des activités périscolaires. Alors que tous tiennent de beaux discours sur la société de la connaissance, la part de la richesse produite consacrée à l'éducation,
vis-à-vis du PIB, est passée de 7,6% en 1995, puis à 5,9% en 2009. Elle est actuellement à 5,7% en 2011. La part consacrée à l'éducation dans le PIB n'a cessé de décroître, et dans le même temps, on a une augmentation du nombre d'élèves à scolariser. Cherchez l'erreur. Concrètement, cette baisse de la part consacrée à l'éducation vis-à-vis du PIB, cela veut dire moins d'enseignants. Depuis 10 ans, ce sont plus de 100 000 postes qui ont été supprimés dans le primaire et le secondaire. Pourtant, entre 1995 et aujourd'hui, le nombre de naissances est passé de 700 000 à 800 000 chaque année en progression, car la France est un des rares pays en Europe qui a une démographie scolaire en augmentation. Alors, où sont les profs qui vont accompagner cette nouvelle classe d'âge? Les 60 000 postes que le gouvernement a promis et qu'il s'est engagé à recréer sur toute sa mandature ne compenseront même pas ceux qui ont été supprimés par Sarkozy, alors que le nombre d'élèves augmente. Mais les 22 000 postes qui ont été créés depuis 2012, la Cour des comptes a pu faire le constat que sur ces 22 000 postes créés, 7 000 sont aujourd'hui vacants, et les derniers concours de recrutement de l'éducation nationale ont prouvé qu'il ne suffisait pas d'ouvrir des postes, il fallait qu'ils soient occupés par des enseignants et des enseignants formés. Aujourd'hui, le Parisien se fait l'écho de 600 000 heures de cours perdus l'année dernière en France dans l'éducation. Il ne faut pas chercher plus loin, il ne s'agit pas de dire que c'est des différences de territoire ou des différences de région. Les départements n'ont pas les moyens d'assurer la continuité du service public, de fait, parce que tous les élèves, pour avoir un enseignant, les inspecteurs d'académie